La fête de l'indépendance aujourd'hui a encore un goût amer pour les Ukrainiens. La date coïncide avec les 18 mois de guerre depuis l'invasion russe. En même temps, les Ukrainiens ne cachent pas une certaine joie après le décès hier du patron de la milice Wagner. Evgeny Prigojine serait mort dans le crash de son avion entre Moscou et Saint-Pétersbourg. On va revenir sur cet étrange accident et sur l'état du conflit en Ukraine aussi avec mes invités. Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies. Bonjour général. Bonjour. Et le général Olivier Kempf, géopolitologue et auteur du livre Guerre d'Ukraine. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, ce crash de l'avion d'Evgeny Prigojine hier. On se souvient que fin juin, il avait tenté une forme de putsch en Russie. Évidemment, difficile de croire que le Kremlin est totalement étranger à l'affaire, général Kempf. On avait hier soir la question est-ce qu'il est mort? Maintenant on sait. On avait une deuxième question, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un attentat? Gardons quand même l'hypothèse de l'accident, on ne sait jamais parce que ça arrive aussi. Cela étant, l'hypothèse de l'attentat vient à l'esprit de tout le monde et là on a un peu de doutes sur l'origine, sur l'auteur de l'attentat, ou du moins celui qui l'a ordonné. Il s'agit bien évidemment du pouvoir russe au Kremlin et donc de Vladimir Poutine. Et alors du coup, autre question, pourquoi? Eh bien finalement, Prigojine devenait de plus en plus compliqué. Souvenez-vous de ses déclarations tonitruantes au moment du siège de Bakhmout, il y a 3 ou 4 mois, où il s'en prenait au ministère de la Défense et indirectement à la gestion de la guerre, donc à Poutine. Il y avait eu ensuite l'histoire en juin de cette espèce de raid, soi-disant coup d'État, etc., qui s'était terminé dans la journée avec un espèce d'accord entre mafieux. Et ben voilà, il a continué à faire du bruit. On l'a vu en tout début de semaine en Afrique. Il voulait continuer à faire des choses et il a fortement déplu et probablement, mais ça reste encore à confirmer, s'agit-il d'un attentat. Alors la France exprime des doutes raisonnables et Joe Biden, de son côté, a jugé que peu de choses ne se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose. Général Trinquant, vous partagez ce point de vue? Oui, alors le premier point, les doutes raisonnables, c'est parce que lorsqu'on étudie un peu ce qui s'est passé, il y a un deuxième avion et de Wagner également, qui a fait un départ de Moscou, puis un retour sur Moscou quasiment au moment où a eu lieu l'attentat. Et donc voilà où est le doute raisonnable. Le deuxième point, c'est rien ne se fait sans l'accord de Poutine, évidemment, surtout dans une affaire comme celle de Prigojine. Il faut se souvenir que ça arrive 2 mois exactement avant le lancement de la mutinerie et qu'il y a une deuxième action qui a été annoncée en même temps, c'est le limogeage du général Surovikin qui était le commandant en Ukraine et qui était très proche de Prigojine, qui a été tout de suite soupçonné en fait. Limogeage annoncé hier aussi. Exactement le même jour. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 mois, le président Poutine a sifflé la fin de la récréation, si j'ose dire, en disant maintenant, ça y est, on remet les choses en ordre. Ceci arrive d'ailleurs une semaine après sa visite au PC de Rostov, où pour la première fois en 18 mois, il est venu au PC qui commande l'opération en Ukraine. Donc évidemment, le président Poutine a un intérêt dans cette affaire-là. Pourquoi a-t-il attendu 2 mois? Probablement parce qu'il y avait des négociations, que ces négociations ne débouchaient pas dans l'intérêt du président Poutine, et peut-être aussi parce que Prigojine avait des éléments qui pouvaient le garantir sa vie, sa survie, si j'ose dire, et que ces éléments ont pu être neutralisés pendant ces 2 mois par le FSB, de façon à ne pas gêner le président Poutine. La dernière vidéo postée par Prigojine, on le voyait en Afrique avec les troupes Wagner, après la mort de Prigojine et de son bras droit qui était également dans l'avion. Que va devenir Wagner et que va devenir cette présence en Afrique ? Eh bien, écoutez, moi, je crois que le souhait de M. Poutine est que ces Wagner se rattachent au service de renseignement de l'armée russe, donc au GRU. On en a eu des indices dès le départ en République centrafricaine, où j'ai de bons informateurs là-bas qui me disaient qu'il y avait des Russes qui étaient partis. On a fait passer ça pour une relève, mais en fait, c'est des gens qui avaient refusé de signer un contrat dans l'armée.
Donc ça peut être une façon de faire, parce que le pouvoir russe a besoin de cette action en Afrique pour la déstabilisation qui va donc bien au-delà de la guerre en Ukraine, mais plutôt dans un aspect géostratégique, la déstabilisation de l'Occident. Et donc ils ont intérêt à se rallier, les gens de Wagner, et un certain nombre de subordonnés de Prigojine, qui sont les patrons au Mali, en Centrafrique en particulier, pourraient très bien faire le choix de rejoindre le gouvernement, enfin la subordination au GRU, pour deux raisons. Tout simplement parce qu'ils continueraient à être payés, et la deuxième, c'est que sinon ils risqueraient pour leur vie après ce qui vient de se passer avec Prigojine. Général Kempf, est-ce que la décapitation de la milice Wagner change quelque chose en Ukraine ? Non, parce que Wagner, d'abord, je rejoins ce que disait Dominique, Wagner a été créé dès le départ par le GRU et à l'origine pour aller outre-mer, pour faire simple. À cause des difficultés rencontrées par l'armée russe en Ukraine, Wagner avait été envoyé, notamment dans le Donbass et notamment à Bakhmut. Et l'histoire des derniers mois a été finalement de débrancher Wagner de la guerre d'Ukraine, grand 1, de la renvoyer sur ses théâtres d'origine, les théâtres extérieurs et notamment en Afrique. Et puis, grand 2, au départ, Wagner était dirigé par ce qu'on espérait être des collaborateurs, des hommes de paille. Mais finalement, on ne pensait pas qu'ils prendraient leur autonomie. Et ce qui se passe, c'est en débranchant non seulement Wagner, mais aussi Prigojine, eh bien, le GRU reprend l'autorité. Ça n'aura donc pas de conséquences directes, pour répondre à votre question, sur la guerre d'Ukraine, même si la mort de Prigojine réjouit beaucoup de gens. Elle réjouit Poutine, puisqu'il l'a ordonné. Elle réjouit les Ukrainiens parce qu'il leur a quand même fait beaucoup de mal. Et puis, elle fait aussi plaisir de notre côté, notamment à Paris ou à Washington, parce que Wagner était quand même, enfin Prigojine, était quand même gênant en Afrique. En revanche, Wagner va continuer à agir en Afrique. On va attendre qu'il va reprendre la place et quelles vont être les nouvelles directions que va prendre Wagner et les nouvelles actions que va prendre Wagner. Alors venons-en à la situation sur le front en Ukraine. On a l'impression que les lignes sont plus ou moins gelées depuis des semaines. Lundi, la vice-ministre de la Défense ukrainienne annonçait que les forces de Kiev avaient repris en une semaine 3 km² aux troupes russes près de Bakhmut. Mais les Russes occupent toujours plus de 100 000 km², c'est 17% du pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la fameuse contre-offensive piétine. Le conflit est-il dans une impasse, Dominique Trinquant ? Oui, alors je ne reprendrai pas le terme gelé que vous employez. Piétine, oui, probablement, parce que la défense russe a été extrêmement bien organisée en 6 mois. Au passage, c'est un succès du général Surovikin qui vient d'être relevé de son commandement, parce que c'est lui qui a commandé le retrait de Kherson et donc de s'appuyer sur la ligne du Dniepr et de réduire donc le front de façon à avoir plus de forces disponibles dans la défense. Donc la défense russe est extrêmement solide. Les Ukrainiens ont commencé par essayer de forcer le passage, et il semblerait qu'ils aient changé de tactique il y a quelques semaines en infiltrant plutôt les dispositifs, toujours sur 3 axes, Bakhmut, Donetsk et Zaporijjia. À Zaporijjia, il semblerait que depuis une semaine, ils aient engagé une réserve, ce qui est un signe du fait que probablement ils progressent plus dans cette direction-là, qui est la direction la plus courte pour couper en direction de la mer d'Azov en passant par Melitopol. Mais effectivement, on ne peut pas l'affirmer complètement aujourd'hui. Il faut attendre l'évolution dans les semaines qui viennent. La situation sur le champ de bataille en Ukraine est très mouvante, a commenté la Maison-Blanche après des articles de presse qui faisaient état de responsables américains inquiets de l'évolution de cette contre-offensive. Mouvante, vous entendez ce mot comment, Général Kempf ? Comme un contre-feu médiatique, parce qu'on voit bien qu'à Washington notamment, mais aussi en Europe, de façon peut-être moins audible en France, mais dans le reste de l'Europe, il y a des inquiétudes sur cette contre-offensive qui a démarré le 4 juin, donc il y a à peu près 75 jours, et qui n'a repris que 200 km², sachant que dans le même temps, les Russes lançaient eux aussi depuis un mois une petite offensive dans le nord du Donbass, du côté de Kupiansk, et eux aussi ont pris un peu de kilomètres carrés, 100 km². Donc tout ça pour dire que ça piétine,
on voit l'engagement des réserves ukrainiennes qui peuvent certes dire tiens, ben, ça veut dire qu'ils sont en train de percer, qui peuvent dire aussi ils sont tout épuisés sur leur premier échelon et ils sont déjà obligés d'engager le deuxième échelon. Donc on a quand même des inquiétudes. La messe n'est pas tout à fait dite. Il reste encore 4 à 6 semaines, si vous voulez, de beau temps avant qu'on arrive à la saison des pluies, la fameuse Rasputitsa. Mais c'est malgré tout assez mal engagé. Et donc les esprits, les dirigeants s'en inquiètent aux États-Unis et en Europe. Alors, on reviendra dans un instant sur ce conflit en Ukraine et sur l'aide qu'apportent les Occidentaux à Volodymyr Zelensky. Le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés il y a quelques jours à fournir des avions F-16. Restez avec nous, général Dominique Trinquant, général Olivier Kempf. On revient dans une minute. Nos invités dans les débats de l'été, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies, et le général Olivier Kempf, géopolitologue et auteur du livre Guerre d'Ukraine. Avant la pause, on a bien sûr évoqué la mort d'Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, et on fait le point sur le conflit en Ukraine, 1 an et demi jour pour jour après le début de l'offensive russe. Jour après jour, on entend parler des attaques de drones d'un côté et de l'autre. Général Trinquant, pourquoi cette guerre des drones ? Général Trinquant ou général Kempf ? Pour une raison assez simple, d'abord parce que ça permet d'obtenir de la masse dans la 3e dimension et que cela permet donc de compenser l'absence d'armes aériennes fortes. C'est évident du côté ukrainien, mais même les Russes font attention, sont mesurés dans l'emploi de leur aviation et de leur hélicoptère. Et donc, les drones de toute taille, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez tout un tas de drones, vous avez des micros, des mini, des drones moyens et des grands drones. Tous ces drones permettent de remplir tout un tas d'objectifs de renseignement, de ce que le grand public appelle les drones kamikazes et qu'on peut appeler des munitions téléopérées. Ça permet de faire de l'observation, du guidage, ça permet de faire du bombardement de longue portée. Donc ces drones en plus permettent d'être construits assez facilement, assez artisanalement et donc sont apportés aussi bien des Ukrainiens que des Russes. Et ça permet de saturer la 3e dimension. Cette guerre de position est une guerre certes terrestre au niveau du sol, donc en 2e dimension, mais avec énormément de choses qui passent dans la 3e dimension. D'abord les obus et puis ensuite tous ces drones. Donc c'est important. Je le disais tout à l'heure, le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés il y a quelques jours à fournir quelques dizaines d'avions F-16 à l'Ukraine. Et la Grèce s'est d'ailleurs proposé de former les pilotes. Général Trinquant, quand ces F-16 doivent-ils arriver à Kiev et qu'est-ce que ça peut changer pour l'armée ukrainienne d'avoir ces avions ? Alors écoutez, la chronologie a été présentée par les Danois. Pour les Néerlandais, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a un changement de gouvernement. Mais globalement, il y aura les premiers arriveront uniquement à la fin de 2023 ou début 2024 et le reste dans le courant de l'année 2024. Donc on voit bien que ce n'est pas pour une utilisation immédiate et en particulier dans l'offensive en cours. Je pense que c'est surtout un signe de soutien dans la durée des pays occidentaux et la préparation de la défense de l'Ukraine sur le long terme. Comme je crois cela vient d'être dit, il y a peu d'utilisation sur le champ de bataille de la 3e dimension avec des avions. Les drones, oui, des hélicoptères un petit peu du côté russe en particulier, des avions très très peu, parce que la défense antiaérienne est trop solide des deux côtés. Donc je crois qu'il faut voir ça comme une perspective sur le long terme de reconstitution d'une capacité de défense ukrainienne face à la Russie. Ça peut pas être décisif dans la résolution du conflit actuel. Si vous voulez, comme le disait tout à l'heure Olivier Kempf, voyons déjà ce qui va se passer dans les 6 semaines à venir sur l'offensive en cours et quel va être le rapport de force une fois que l'hiver va être arrivé. La France a livré des canons César et des missiles longue portée à l'Ukraine. Ces armes-là sont bien arrivées sur place. Qu'est-ce que ça a changé sur le terrain ? Les Césars, on le sait depuis le départ, ça a été un atout majeur pour les Ukrainiens qui ont besoin de cette artillerie.
Des canons, c'est bien, des obus, c'est encore mieux quand vous avez les obus avec les canons. Et l'Europe a débloqué 2 milliards d'euros pour fournir 2 millions d'obus de 155. Donc on voit que cet aspect est extrêmement important. Les missiles longue portée, alors il y a eu des lance-roquettes unitaires qui ont été fournis par la France, dont on parle assez peu, mais en revanche on a parlé des missiles longue portée qui eux sont envoyés par des avions. C'est le Storm Shadow et le Scalp. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de tirer dans la profondeur, donc sur les sites logistiques ou les PC qui intéressent et qui vont casser la logistique et le commandement russe en tapant dans la profondeur, avec des missiles qui ont une longue portée bien sûr, mais qui sont aussi extrêmement précis et qui permettent de tirer dans des zones où on ne pourrait pas tirer avec de l'artillerie. Nicolas Sarkozy, qui vient de publier un nouveau tome de ses mémoires, estime que la France a tort de livrer des armes à flux continu à l'un des belligérants et il se demande s'il est raisonnable de faire la guerre sans la faire et sans jamais préciser quels sont les buts et les objectifs que l'on cherche à atteindre. Général Kempf, qu'est-ce que ça vous inspire, ces propos de l'ancien président ? Il n'engage que lui, il veut finalement ouvrir un débat, me semble-t-il, un débat en France, d'abord par promotion de son livre, mais un débat sur quel est finalement le soutien français à l'Ukraine. De ce point de vue-là, on a quand même une sorte de consensus de la scène politique sur le soutien politique et aussi militaire avec la fourniture d'armes à l'Ukraine. Peut-être s'agit-il d'une posture politique avant d'être une posture stratégique. Au total, quelques 170 000 km² seraient aujourd'hui minés en Ukraine. C'est près de 2 fois la surface du Portugal. À quel point cela ralentit peut-être la contre-offensive et comment surtout gérer ce problème à long terme si la paix revient un jour, Général Trinquant ? Oui, alors sur le court terme, nous en avons parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est un frein à l'offensive, ça, sans aucun doute. Ces dispositifs minés ralentissent considérablement toutes les velléités d'avance de l'Ukraine. Sur le long terme, écoutez, ça va être, j'allais dire, comme le Cambodge, oui. Qui est toujours en train de déminer 20 ans ou 25 ans après. Donc c'est un sujet majeur. Qui a été aussi beaucoup employé en Yougoslavie. Moi, je me souviens d'une zone où les Serbes avaient mis 47 000 mines. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire en déminage. Parce qu'il n'y a pas toujours les plans de minage. Et puis surtout, la météo fait qu'avec la boue, etc., tout ceci peut bouger. Donc, ça veut dire qu'il va falloir former sur le long terme des gens pour faire du déminage dans toutes ces zones. Général Kempf, d'un mot pour terminer. Le président russe Vladimir Poutine a dit que les initiatives de paix présentées par les pays africains d'un côté ou la Chine pourraient constituer une base de dialogue entre les deux pays. Comment on sort de l'impossible dialogue ? Alors, ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est pas tellement les offres de paix, parce que celles auxquelles il fait référence lui sont très favorables. C'est plutôt le fait qu'il suggère qu'il est ouvert à des négociations. On a évoqué tout à l'heure l'inquiétude des Américains et des Européens devant cette guerre qui piétine, qui s'enlise. Alors, il y a peut-être quelques légères avancées en ce moment dans le front sud, mais c'est pas finalement trop bon, et c'est pas avec ça qu'on va atteindre la victoire qui était annoncée il y a quelques mois. Et donc, on entend beaucoup de gens dire qu'il faut repartir sur des négociations. Je crois qu'il est peut-être un peu tôt, mais ce qui est intéressant dans la bouche de Poutine, c'est de dire, après tout, pourquoi pas ? De son point de vue, il peut dire, écoutez, finalement, j'ai tenu 1 an et demi, je tiens toujours 17% du territoire, vous l'avez rappelé, j'ai résisté à l'hostile, et finalement, le temps va jouer pour moi. Donc, est-ce qu'il est aujourd'hui incité à négocier ? Pas forcément. Le fait qu'ils disent, tiens, pourquoi pas des négociations sur les bases africaines et chinoises, est un signal envoyé aux Occidentaux et notamment aux Américains, parce qu'il y a beaucoup de débats aux États-Unis, il y a beaucoup de débats à Washington, le débat n'est pas encore ouvert en France, sur
eh bien, peut-être qu'il y a moyen de négocier. C'est ça qui est intéressant, même si, à mon avis, le processus va prendre beaucoup de temps. Et puis surtout, le processus se fera en coulisses. Nous ne verrons les effets que dans la dernière ligne droite. La dernière ligne droite des négociations, à supposer qu'elles aient lieu actuellement, ce qui n'est pas du tout sûr, ce qui est même aujourd'hui encore improbable. Parce que la contre-offensive n'est pas terminée. Merci beaucoup à tous les deux, Général Kempf et Général Trinquant, de nous avoir éclairé sur le décès de Prigojine et ses conséquences et sur la situation en Ukraine.